des gens. Et maintenant, 70% soutiennent Khartouche في الشارع. 70% des personnes dans le secteur de la santé au Maroc n'intègrent pas le transfert intergénérationnel ou, je dirais, cette notion de justice de formation. Alors, quelles sont les raisons, vous allez me dire? Les raisons sont très simples. D'abord, les professeurs ont des stéréotypes sur les jeunes. Ou je dirais, les anciens ont des stéréotypes sur les jeunes. Dire, donc, voilà le premier facteur. Donc, c'est un facteur de construction, de représentation mentale qui nous dit que, bon, attendez, les jeunes, les jeunes ils ne sont pas intéressés par la formation. Il y a une autre explication aussi. Et lorsque vous allez voir les jeunes, ils disent que le patron ou l'ancien veut garder lui-même la technique pour gagner de l'argent. Et pas mal d'exemples ont été cités à ce niveau. Par exemple, dans des interventions chirurgicales très pointues, le professeur ou l'ancien spécialiste garde pour lui uniquement cela. Il y a un sentiment d'injustice. Il y a un sentiment d'injustice uniquement pour ça. Je peux donner d'autres exemples dans le transfert intergénérationnel ou le transfert de compétences. Et là, ce n'est pas uniquement la santé, mais dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine de l'éducation, les apprenants ont parfois le sentiment que la tâche est assative. C'est un titre administratif. Donc, les apprenants n'ont pas le mot parce qu'ils n'ont rien à apprendre. Il y a une part de vérité, il faut le reconnaître. Une part de vérité. Par exemple, aujourd'hui, ça on a constaté, dans le domaine du sport, il y a des gens qui ne s'y connaissent pas. Et ils viennent enseigner parce que ils viennent transférer des connaissances que eux, ils ne maîtrisent pas. Et ça, c'est problématique. Donc je peux continuer de citer pas mal d'exemples dans ce sens-là, mais c'est pour terminer, pour dire tout simplement que cette notion de justice organisationnelle, elle est très complexe et très compliquée. Et là, j'ai essayé de l'appliquer uniquement à une seule variable, un seul élément du process RH qui est le développement des compétences, donc la formation, pour vous montrer à quel point les choses sont très compliquées pour pouvoir appliquer cela. Et parfois, elle est considérée comme une générosité. Donc, comme une générosité, mais la générosité, comme disait Édouard Herriot, la générosité commence où finit la justice. La générosité commence où finit la justice. Et je termine avec cette citation, parce que pour moi, dans les organisations marocaines, on a toujours cette impression, enfin pas nous, mais certains managers, donc c'est une générosité de leur part, alors qu'en réalité, ce n'est pas uniquement une loi, c'est une valeur, l'apprentissage tout au long de la vie. Comme disait en 68 Edgar Faure, l'apprentissage tout au long de la vie, c'est un déterminant de développement. Voilà, je vous remercie infiniment.
organisationnelle et son impact sur la performance organisationnelle à travers la dimension de formation. Donc c'est une invitation à la prise en considération de cette dimension qui est importante et déterminante dans l'atteinte de la performance organisationnelle. Donc nous avons pu retenir que la justice organisationnelle est liée à plusieurs variables organisationnelles et personnelles à travers l'éducation, l'environnement de la personne, donc qui prédisent certains comportements et attitudes qui peuvent être positifs ou négatifs. Donc il est clair que la justice organisationnelle constitue une ressource fondamentale susceptible de corréler positivement ou négativement avec la performance organisationnelle, donc l'influence des comportements organisationnels donc des individus. Nous retiendrons également que la perception de justice pour les employés détermine la qualité du rapport d'échange donc avec leur organisation. Donc les individus ont de traitements favorables ou défavorables qu'ils reçoivent de leurs managers ou d'autres entités sociales. Donc vous avez souligné également l'importance du lien, donc de la dimension du transfert des compétences qui est très importante en évoquant le lien entre le knowledge management et la justice organisationnelle, donc à travers la notion de transfert de compétences. Donc vous avez souligné les différents facteurs qui sont liés à l'organisation elle-même, notamment la reconnaissance, le soutien du supérieur hiérarchique, des facteurs qui sont liés à la culture de l'organisation à travers la coopération, le travail d'équipe, la confiance, la communication et d'autres facteurs qui sont liés aux acteurs eux-mêmes, donc notamment les formateurs, les responsables de formation, à travers l'appropriation et la capacité d'absorption. Donc autant d'éléments très importants. Donc on vous remercie beaucoup pour cet échange fructueux. Donc maintenant on va ouvrir le débat. Donc je prends une première liste de questions. Oui, professeur Souli. Oui, madame. Oui, c'est vrai. Oui, Michel. Oui, Brouade. Oui. Oussama. Oui. Comment? On s'arrête là pour une première liste. Donc, je donne la parole au professeur Souli. Merci Madame la Présidente. Je profite de cette occasion d'abord pour remercier les intervenants pour la qualité des informations et pour cet esprit de partage d'informations. Donc vous êtes juste avec nous, vous avez déjà partagé pas mal d'informations avec nous, donc je remercie les étudiants pour leur engouement scientifique. Alors je remercie aussi M. Zizouni, parce qu'il est fidèle à lui-même, il est juste, il a fait la même chose avec les deux filières, il a aidé les étudiants à organiser des événements qui sont des événements performants, et il suffit d'écouter le jugement de notre cher professeur, et si M. Diard a témoigné de la réussite des événements organisés aussi bien par la filière gouvernance des organisations sportives que par la filière gouvernance et gestion RH. Donc, cela étant dit, M. Zizouni, vous êtes juste et performant. J'ai un petit constat et une petite question que je vais partager avec tous les intervenants. Premièrement, en se basant sur ma modeste expérience aussi bien dans le privé que dans l'administration publique, j'ai constaté qu'il y a un problème on va dire, de différence ou d'écart entre les discours d'intention et les actions.
que ce soit par obligation ou par volonté parfois. Maintenant, est-ce que cela peut être une cause qui engendre une injustice au niveau organisationnel? Ça d'une part. D'autre part, ce décalage entre les discours d'intention et les actions entraîne un problème de confiance et de méfiance dans les organisations. Ce que je veux bien savoir, c'est que, parce que j'ai essayé de chercher un petit peu, mais puisqu'il s'agit de concepts qui sont récents, je suis toujours en train de chercher la réponse. Le lien entre la confiance, la méfiance et la justice organisationnelle, est-ce qu'il est dans un seul sens? C'est-à-dire, s'il y a de la confiance, on aura de la justice organisationnelle. S'il y a de la méfiance qui est installée, il y aura de l'injustice. Ou bien, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire, s'il y a une organisation qui assure la justice organisationnelle, il y aura de la confiance entre les supérieurs et les collaborateurs. Ou bien, s'il y a une injustice sociale, une injustice organisationnelle, il y aura automatiquement une méfiance entre les supérieurs et les collaborateurs. Et merci. Merci. Donc, avant toute chose, je tiens à remercier tout particulièrement notre cher professeur Kira, président de l'Observatoire scientifique des études sur la gouvernance et le management. Je le remercie de nous avoir donné l'occasion et d'organiser ces conférences malgré son programme bien chargé et de nous avoir communiqué sa passion pour la recherche et la rigueur scientifique. Je remercie également nos grands intervenants, M. Bensassi et M. Mahmoud, qui nous ont habitués au partage de leurs connaissances, à leur générosité habituelle pour partager leur expérience, leur expertise et leur savoir. Mes remerciements également aux organisateurs, Mme Charkaoui et M. Zizouni. Donc, il est évident que depuis les années 60, et ça vous pouvez le trouver dans la littérature, il a été prouvé qu'il y a une relation qui est très évidente de l'impact de sentiments de justice sur la performance au travail. Là, ça a été prouvé dans la littérature. Alors, j'ai pris beaucoup de notes, ça prouve que le débat était très riche et que j'ai pu gagner beaucoup de connaissances et de savoir à travers les intervenants. Donc là, je retiens que la performance au travail ne se limite pas à l'accomplissement des tâches et des responsabilités associées à un travail donné, mais elle inclut aussi un autre groupe d'activités qui ne sont pas nécessairement liées à la tâche, mais qui contribuent à l'entretien et à l'enrichissement de contexte social et psychologique de l'organisation. J'ai cherché parce que M. Bira m'a donné l'occasion de travailler sur ce sujet, sur la justice organisationnelle en relation avec la reconnaissance, et j'ai trouvé peu d'études empiriques sur les conséquences de la justice organisationnelle. Il y a beaucoup d'études qui parlent de la perception de la justice organisationnelle, des catégories de la justice organisationnelle en général, mais sur l'impact de la justice et sur les conséquences de la justice, il y a peu d'études. Et à travers cette conférence, M. Bira nous a donné l'occasion de savoir l'impact de la justice ou de l'injustice organisationnelle sur la performance des employés, des salariés au sein de l'organisation. Voilà, là, il y a quelque chose qui m'a interpellée beaucoup, c'est la contribution, rétribution, attribution. Là, je parle surtout de la justice
distributive. C'est-à-dire, je fais une contribution, je reçois une rétribution en contrepartie, bien sûr, si ça exige des préalables, c'est-à-dire il y a la présence d'un GPEC et du REC. Voilà, Monsieur Mahmoud a parlé de l'attribution, de la fiche de poste, des référentiels des emplois et des compétences. Et là, ça concorde vraiment avec la théorie de l'éventail, de la justice procédurale, comme je viens de dire, qui met en évidence les critères à respecter pour qu'une procédure soit bien perçue comme juste par les individus. Voilà. Pour la contribution-rétribution, je ferai le lien avec la notion de performance. Il y a, excusez-moi, parce que je vais écrire, voilà. Il y a, depuis les travaux d'Orban, en 1977, qui a parlé de la performance au travail, il a inclus 2 classes de comportement. Il a inclus la performance à la tâche et il a parlé aussi de la performance extra-rôle. Si je fais le lien avec ce qu'a dit M. Mahmoud, c'est-à-dire quand je dis contribution, rétribution, attribution, c'est-à-dire je parle de la performance à la tâche. C'est-à-dire je m'intéresse au rôle, de l'équité, des procédures dans l'amélioration de la productivité de l'employé, c'est ça. Mais ce qu'on cherche dans nos entreprises et dans nos organisations, c'est la performance extra-rôle, c'est-à-dire c'est le comportement volontaire et citoyen de la part des employés et qui est non reconnu par le système formel. Moi, je ne parle pas du système formel de l'organigramme de la fiche de poste. Je parle du système informel, du développement du sentiment d'appartenance vis-à-vis de l'organisation. C'est-à-dire en tant qu'employé, je développe un sentiment d'appartenance envers mon organisation et je tente, mon ambition, c'est d'être une valeur ajoutée pour mon organisation, être performant sans que ce soit sur le plan formel, sur l'organigramme ou sur une fiche de poste, mais d'être efficace, voilà, être efficace, mais non sur le système informel, sur le système formel. Vous comprenez? Voilà, j'ai écrit beaucoup de choses, j'essaie de résumer au maximum. Voilà, il y a un dernier point sur lequel je rejoins M. Mahmoud, c'est quantifier le qualitatif. Et là, c'est très intéressant. Quand je parle de la perception de la justice ou de l'injustice organisationnelle, ça reste vraiment très subjectif. Et donc, pour parler de performance, il faut que la performance soit mesurable à travers des objectifs SMART. Il faut une évaluation, comme ça a été dit dans les interventions. Et donc, il faut essayer de quantifier le qualitatif pour pouvoir mesurer la performance et la justice organisationnelle au sein des organisations. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec M. Boussassi sur un petit point. Lorsqu'il a dit que c'est les petits agents qui ont recours à la corruption pour compenser tout ce qui est financier avec les grands chefs, les grands directeurs. Peut-être le contraire est plus juste. C'est ma perception de la chose. Et merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des intervenants pour les informations partagées, qui sont bien sûr des informations très pertinentes. Si je comprends bien, la question de l'injustice organisationnelle est liée aux conditions dégradées de travail. Donc, j'aimerais bien savoir est-ce qu'il existe un lien entre l'injustice organisationnelle et les risques psychosociaux au travail. Merci.
indicateurs. Est-ce qu'on peut parler des indicateurs de la justice? Et ma deuxième question est adressée à mon professeur Mohamed Guira. Qu'est-ce qu'un manager juste? Et merci. Oui, bonjour. Je me dois de remercier le comité organisateur pour l'effort qu'ils ont déployé pour la réussite d'un tel événement. Oui, je tiens à remercier aussi nos chers invités pour avoir enrichi le débat avec nous. Donc, mon intervention est la suivante. Donc, au Maroc, notre société souffre d'un problème de taille qui est la disparité sociale et les clivages au niveau des richesses. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que les riches dans notre pays continuent de s'enrichir davantage, alors tandis que les pauvres, donc, ils s'appauvrissent davantage. Donc, et cela crée un grand fossé très profond qui se creuse tous les jours, toutes les années. Donc, à cause d'une répartition juste et équitable des richesses et faute. Donc cela est dû donc, au mutisme de la loi, des lois en vigueur, et qui sont faites par les riches pour se protéger contre les pauvres. Donc comment, ma question est comme suit, comment expliquez-vous donc la justice dans une entreprise où un simple ouvrier donc s'aperçoit que son salaire vaut 4 fois plus quatre fois moins qu'un cadre supérieur. Donc, est-ce que cela donc, va l'aider à stimuler le sentiment d'appartenance dans le groupe et développer la dynamique du groupe et l'équité? Merci. Merci Monsieur Guira, merci chers invités, merci tout le comité organisationnel. Alors ma question c'est premièrement des constats qui ont été faits par François Mathieu, sociologue français et directeur de l'Observatoire de discrimination en France. Dans son livre, le livre noir des DRH, et dans ses recherches, il a constaté qu'il y a d'autres formes de discrimination que celles qui sont considérées historiquement comme racistes, comme racisme. Par exemple, il faut être beau pour gagner plus. Être beau pour gagner plus. Si vous êtes d'une grande taille, cela augmente votre chance d'être embauché dans un poste cadre. Être obèse pour les femmes diminue leur chance d'être recrutées. Et bien d'autres encore. Monsieur Guira, dans vos recherches et les recherches que vous encadrez, que ce soit au niveau des universités ou dans l'observatoire, bien sûr dans le contexte marocain, y a-t-il une constatation de ces formes de discrimination et quels sont les impacts organisationnels en termes de performance? Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à remercier nos chers intervenants pour le partage de savoir et d'expérience. J'applaudis aussi le comité d'organisation pour la qualité de l'événement et aussi le choix de la thématique. Ma question est autour de la thématique de gouvernance, dans le sens où la question de justice renvoie toujours vers le pouvoir. À titre d'exemple, la formation au sein d'une organisation que vous avez évoquée tout à l'heure. Donc ma question est la suivante. Est-ce que la justice organisationnelle est aussi une question de partage de pouvoir et pensez-vous qu'il y a une corrélation entre partage de pouvoir et performance organisationnelle? Donc ma question est liée à la thématique de la conférence.
publics qui ont, pour un souci de la recherche de performance, d'attirer de nouveaux recrues qui ont talentueux et créatifs, ces établissements ont essayé de dépasser la logique de standardisation des contrats, c'est-à-dire de chercher une certaine équité avec leur personnel, vers une logique d'individualisation des contrats, c'est-à-dire que les deux parties négocient leurs clauses, le salaire et les conditions de travail, etc. Donc cette gestion individualisée d'une partie de la population dans une organisation publique peut poser plusieurs problèmes en matière de justice organisationnelle. Mais ça devient une nécessité de recruter des gens qui imposent leur salaire et leurs conditions de travail pour atteindre la performance recherchée. Donc ma question elle est adressée à M. Mahmoud. Comment un manager peut anticiper ces problèmes et adopter des choix qui devraient permettre de les éviter? Bonjour, je remercie tous les professeurs pour ce sujet qui est très intéressant. Pour vous dire, le sujet m'a beaucoup touchée, sur ce que je suis fonctionnaire depuis pas mal d'années. Lorsque vous étiez en train de parler, je me sentais dans mon bureau plus que dans l'amphi. J'essaie de défiler tous les amis de mon travail. C'est-à-dire, je suis venue ici pour voir, pour faire une confrontation avec ce que vous disiez. Et c'est-à-dire ce que j'ai retenu de mon travail pendant toutes ces années. C'est-à-dire ce que je pense de la justice organisationnelle. En fait, à mon sens, des fois, l'injustice, ça me rappelle Michel Cosier, l'analyse stratégique. L'injustice, parfois, on l'utilise pour atteindre la justice. Si moi je suis dans une organisation, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas d'organigramme, il y a une hiérarchie forte, donc il y a un supérieur, un chef. Donc que vous soyez un cadre ou un chef, c'est la même chose. Donc je préfère que l'organisation, il n'y a pas d'injustice. C'est comme ça que je peux atteindre mes intérêts personnels. Si le chef ne me laisse pas faire une formation, je trouve dans cette injustice, comment je vais faire la formation par force. Vous m'avez compris? Vous avez compris ma question? C'est-à-dire lorsqu'il y a le désordre dans une organisation, et je ne dirais pas, pas dans l'acteur, lorsqu'il y a l'injustice, le désordre, on arrive à atteindre nos objectifs. Dans la justice, il y a la justice. Et je reviens à ce que vous avez dit, je valide un peu ce que M. Bira a dit. Tout ça dépend de l'organisation, ça dépend de la culture, ça dépend, est-ce qu'elle est étatique ou privée, est-ce qu'il y a déjà dans l'organisation, on ne parle pas de performance. Il n'y a pas, on ne vous juge pas de votre performance, on juge de votre présence dans le bureau. Ce sont des concepts tellement complexes, la liaison entre des fois je ne vois pas de liaison. En relation avec l'organisation, comme la mentionné tout à l'heure. Et merci beaucoup pour le sujet. Bonjour, merci professeur. Donc, si je peux traiter la question de la justice organisationnelle d'après le point de vue de l'approche psychologie sociale, donc nous savons les deux concepts, le groupe de référence et le groupe d'appartenance. Je pense que l'organisation représente un groupe d'appartenance, mais l'individu qui va appartenir à cette organisation a
une référence d'un groupe de référence. Le groupe de référence représente l'identité psychosociale. Donc, je pense que cette identité psychosociale ou bien socio-culturelle contient les attitudes, contient le système de valeurs, contient le processus de la socialisation de cette personne. Donc la question c'est comment je peux appartenir justement, parlons, à une organisation si mon identité psychosociale de référence n'est pas adaptée à l'identité organisationnelle. Merci. Merci pour les questions posées par les chers étudiants. Je suis interpellé, je pense, par 4 volets. La question de la limite de triangle attribution, contribution, rétribution, dans la mesure où il a une connotation beaucoup plus individuelle. Et donc la notion de la performance globale est un peu, je dirais, non maîtrisable. Deuxième question, c'est s'il y a des indicateurs de performance pour la justice organisationnelle. Et troisième question, c'est la gestion individuelle des contrats. Et un quatrième volet qui ne m'est pas adressé personnellement, mais je suis intéressé par cette question de est-ce qu'il y a une justice entre l'employé, un salarié qui touche 4 fois moins un autre cadre supérieur. Je commence par la dernière question. Je pense qu'il faut voir les choses positives, parce que derrière, c'est la question d'équité et non pas une question d'égalité. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose qu'on trouve quelqu'un qui a un salaire moins important que l'autre. Maintenant, quelle est la valeur de cet écart, comment il est manifesté, parce que de l'autre côté, on peut appréhender la chose autrement, c'est-à-dire que je peux toucher un salaire qui est plus important que l'autre, mais il n'est pas juste pour moi. Donc parce que c'est un cadre supérieur qui a fait ses études, qui a roulé sa bosse, qui a une longue expérience. Et donc, il faut avoir ce courage de dire que c'est équitable. Donc la justice organisationnelle, on renvoie au concept d'équité, et l'équité, donc, le pousse à accepter ces différences. Cette hétérogénéité, mais que les quartiers ne soient pas très importants. Entre les salariés de la même catégorie, les quartiers n'est pas important, donc c'est acceptable, donc c'est homogène. Donc entre les deux groupes, donc ça peut être équitable. Donc je ne suis pas pour un écart assez important qui n'est pas fondé, il n'y a pas d'argumentaire et des critères objectifs, mais je ne suis pas contre cette configuration donc d'écart. Au contraire, ça justifie cette notion de mérite, de récompense, l'essentiel, qu'il n'y a pas une situation, c'est-à-dire une personne plus avantagée que d'autres, il n'y a pas un biais, il n'y a pas une subjectivité, et donc ça peut être dans certaines situations acceptable. Par rapport aux indicateurs de performance, donc moi je suis toujours pour une appréhension des indicateurs selon la règle de construction spécifique. Donc il n'y a pas des indicateurs clés en main. Donc l'indicateur de performance, ça se construit selon la performance recherchée, selon l'objectif recherché, et donc selon la logique connue, c'est-à-dire qu'on cherche un impact par rapport à des résultats, par rapport à des moyens employés, et qui requiert des activités à effectuer. Et donc la notion de performance dépasse la notion d'activité vers la notion de résultat et d'impact, et qui trouve son point de départ à l'objectif. Donc, si l'objectif c'est de réaliser cette justice organisationnelle, on peut à ce moment-là construire des indicateurs. Et donc, de façon très claire, je ne suis pas pour la question de recherche des indicateurs par rapport à un concept ou à une situation, mais la construction de la performance, c'est une déclinaison d'une stratégie, d'un état d'esprit, et donc de la définition de l'objectif, et par la suite, l'indicateur, il est spécifique, adapté à la situation. Maintenant, la gestion individualisée des contrats, bon, c'est une question qui renvoie de prime abord à la notion, je pense, de la justice procédurale. Donc ça a été
très développé par mon ami Céline Sassi. Donc, c'est quelle est la procédure qui est instaurée pour le recrutement. Donc, le recrutement, il a plusieurs modes. Il y a le détachement, il y a le contractuel, il y a le recrutement sur titre. Il y a plusieurs modes de recrutement. Et donc, est-ce qu'on a une stratégie pour privilégier un mode par rapport à l'autre? Mais surtout, est-ce que nous avons une procédure de sélection transparente par rapport à des critères et selon un processus qui est partagé par tout le monde. Et donc, la gestion individualisée des contrats, c'est vrai qu'ils ont cette possibilité d'adapter le contenu, les clauses, par rapport au profil recherché, mais à mon sens, il doit être la règle pour tout mode de recrutement, que ce soit contractuel ou que ce soit sous les formes que j'ai citées tout à l'heure. Parce que pour moi, le recrutement, c'est un contrat, sont des engagements et des obligations par rapport à un objectif. Même le recrutement qui est, je dirais, répandu et qui a le plus utilisé, le plus employé, surtout au niveau des établissements publics, c'est en fait derrière, c'est un engagement. Pour qu'il soit réussi, il faut que l'engagement derrière soit explicite, et d'où l'utilité de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et on commence à voir l'impact à travers les fiches postes qui sont affichées, qui expliquent la nature de la mission, et donc à travers des règles de recherche du profil. Malheureusement, ce n'est pas matérialisé par la suite par des contrats, mais rien n'empêche d'acter tout cela dans le cadre des contrats. Maintenant, c'est acté dans le cadre des arrêtés de recrutement qui n'expliquent pas malheureusement des engagements et des obligations des deux parties, mais rien n'empêche de matérialiser ça dans le cadre des contrats. Et je pense que c'est une marge de progression par rapport à la politique de recrutement. La même chose par rapport à d'autres procédures dans d'autres domaines comme les marchés publics. Si on compare par exemple les procédures des appels d'offres avec les bons de commande, rien n'empêche au niveau des bons de commande d'établir des contrats de termes de référence au préalable et de matérialiser les bons de commande par des contrats. Et donc la gestion individualisée des contrats, pour moi, c'est pas un cas particulier, il doit être traité dans la globalité, mais surtout il faut respecter les procédures qui valorisent la justice, la concurrence, de la clarté de la mission, et 3, l'adéquation entre les exigences du poste et le profil de recherche. Maintenant, par rapport à la dernière question, oui, c'est vrai, si on se limite à la composante attribution, contribution et rétribution, c'est vrai que ça donne une connotation individuelle. Je l'ai abordé à un certain moment, je pense que je n'étais pas très clair à ce niveau. Donc merci pour me donner cette occasion pour développer davantage ces concepts. Donc autrement dit, l'attribution et la contribution à la rétribution, pour moi, l'attribution, ça émane du concept de besoin. Tout d'abord, il faut qu'il y ait un besoin pour l'organisation pour accorder cette attribution à une personne pour la réaliser. Et la contribution, pour moi, c'est une notion d'investissement. Donc on va s'investir dans une période importante, de façon continuelle et de façon durable. Et la rétribution, c'est question de profit. Et donc, lorsqu'on parle d'un investissement, donc c'est de façon continuelle, donc ça fait appel à toute la dynamique managériale et à l'état d'esprit qu'on veut inculquer. Et donc, on a besoin d'avoir cette vision collective qu'on doit tous mobiliser par rapport à une performance globale. Donc voilà ce que je peux dire par rapport aux questions pertinentes qui ont été posées. Merci beaucoup. Alors, je passe tout de suite la parole à M. Bouchelsi. Merci Madame, merci pour votre présence, pour la qualité de vos retours. En fait, d'abord pour Madame Hana, heureusement qu'elle m'a enregistrement avec le CLC. En fait, j'étais sur un autre registre, je parlais de l'action sociale, qui était, je dirais, un moyen de rétablir cette équité en réallouant en fait des ressources. Donc c'était une autre manière de redistribuer les ressources pour justement, parce qu'on prétend
répondait pas à l'égalité, et c'était beaucoup plus une équité. Donc, il y a des échelles, je n'ai pas le terme, mais c'est le terme qui est répandu au sein de l'administration, les bases d'échelle, donc qui sont moins alourdies en termes de salaire et de primes. Donc on essaie en fait de réévaluer les revenus et bien les ressources pour pouvoir s'approcher de cette égalité prétendue. Par rapport à l'ensemble des autres remarques, en fait, ce que je veux dire, parce que je suis là en tant que fonctionnaire d'État, manager d'équipe, croyez-moi, c'est un peu difficile. Être responsable hiérarchique au sein de l'administration publique, avoir ce souci d'être juste, c'est une mission impossible, c'est une tâche charnière, très difficile. Sérieusement. Voilà. Parce que on est appelé à concilier justice et performance, ce qui n'est pas du tout facile. On peut donner plusieurs exemples. Il dira tout à l'heure, il parlait de la formation. Être juste sur la formation, ça peut se faire au détriment de la performance de la structure. Ça peut se faire, oui. Mais bon, ça dépend des circonstances. Parfois, tu pondères. Bon, et malheureusement, justement, la difficulté du service public, c'est qu'il ne permet pas cette marge de manœuvre pour pouvoir parfois appliquer des critères, parfois ne pas les appliquer. Donc, à chaque fois, on essaie d'être dans des procédures strictes pour. C'est en fait normal parce que ils viennent de faire une comparaison par rapport au coût des marchés publics. Parce que finalement, c'est ça. L'administration publique, elle est jugée sur sa transparence. Mais être transparent ne veut pas dire que je suis juste. Bon. Lorsque je lance un appel d'offres pour acheter une prestation, je suis jugé sur ma transparence. Mais je peux demander des critères discriminatoires. Donc je ne suis pas juste. Et sur l'axe management de ressources humaines, on est sur la même problématique. Je peux lancer un appel à candidature pour recruter un responsable RH. C'est pour ne pas citer de nom, notre cher ami a une expérience de 10 ans en management de ressources humaines, un des rapides critères. Je ne suis pas juste, mais je suis transparent. Donc je demande 10 ans d'expérience en management de ressources humaines comme critère. Bon, pour dire en fait et pour synthétiser que la problématique, c'est une problématique de subjectivité. Gérer la performance demande et nécessite des marges de manœuvre. Et être dans le registre de la fonction publique nécessite une certaine rigueur, une certaine procédure stricte, et donc vraiment un verrouillage de procédure au maximum, à tel point qu'on n'arrive pas à concilier, je dirais, ces deux objectifs parfois paradoxaux. Donc, et du coup, en fait, c'est pourquoi je crois que la faculté des sciences de l'éducation, notamment l'Observatoire scientifique des études sur la gouvernance et le management, est appelé à contribuer auprès des managers de la fonction publique par ce genre de conférences et notamment de recherche scientifique pour essayer d'aider ces managers à trouver, je dirais entre guillemets, cette recette d'innovation managériale qui peut au moins améliorer leur marge de manœuvre et leur permettre en fait de mettre en œuvre des outils de management et de gestion qui peuvent concilier ces intentions de performance et de justice organisationnelle.
Par rapport aux indicateurs de performance, si Mahmoud vient de répondre, je veux justement ajouter en fait qu'on n'est pas, à mon sens, on n'est pas sur un registre d'évaluation de performance en termes de justice organisationnelle. Je crois qu'il serait important d'être sur un registre d'évaluation de la mise en place de procédures de justice organisationnelle au sein de l'organisation. Donc je dirais ça serait beaucoup plus une sorte de questionnaire de contrôle interne pour évaluer la mise en place de procédures qui peuvent permettre l'établissement de la justice organisationnelle. Donc c'est beaucoup plus évaluer est-ce qu'on a des procédures de recours pour ceux qui s'estiment traités de manière injuste, est-ce que leur droit est garanti, est-ce qu'ils ont accès au top management pour faire les réclamations, est-ce qu'on répond aux réclamations. C'est ce genre en fait de procédure qu'il s'agit d'évaluer beaucoup plus que penser à mettre en place un indicateur de performance qui va refléter la justice organisationnelle. Je termine par la question c'est Oussama qui a évoqué un certain ensemble de critères discriminatoires. En fait, il était parfaitement sur le registre de la dimension interpersonnelle et informationnelle de la justice organisationnelle, donc qui renvoie à la qualité du traitement interpersonnel dont le salarié fait part par les décideurs de l'organisation de manière générale. Donc je crois au niveau de l'administration publique, on n'est plus à ce type de problématique avec toutes les avancées enregistrées sur l'approche genre, en fait, et l'observation des droits, des minorités, etc. On n'est plus dans ce genre de problématique. Je crois que j'ai fait le tour, donc je vous remercie encore une fois. La parole à M. Pierre. Merci. Je vais être très très bref. Alors, d'abord, l'intention et la pratique. Parce que plus l'écart est grand entre le discours d'intention et la pratique, plus on est dans deux logiques. Soit on est dans la logique d'un discours de mensonge, soit on y discours, qui dit discours de mensonge, dit management de mensonge. Soit on est dans un discours politique, si on considère le discours politique comme un discours qui n'est pas de mensonge. Donc plus l'écart est grand, plus on est dans cette logique. Et plus la confiance va disparaître. Parce que la confiance, une fois détruite, elle va détruire avec elle l'estime, elle va détruire avec elle l'amour, et lorsqu'elle détruit l'amour, elle va détruire la paix à l'intérieur d'une organisation. Donc plus l'écart entre discours et réalité, je dirais discours d'intention et la réalité est grand, plus la paix, je dirais, va être détruite. C'est à court, moyen et ou long terme, ça dépend de la capacité des gens à réfléchir et à réagir. Voilà ce que j'ai envie de dire sur la... Alors, il faut savoir aussi que la justice et la confiance ont un point d'intersection, c'est la construction. Il n'y a pas de justice figée dans le temps. La justice est un construit. Et la confiance aussi, c'est un construit.
il dépend de toute rotation des managers. On peut trouver un manager injuste ou un manager qui a un discours de mensonge ou un discours politique. Il y aura un autre qui sera un autre manager qui viendra, c'est un manager réaliste. Voilà ce que j'ai envie de dire sur cette question, je dirais, d'écart entre intention et pratique. Il y a une question qui a été posée par un monsieur sur les salaires. Il n'est pas là. Il a posé la question, il est sorti. Pas grave. Hein? Oui. Alors, je vais, en tout cas, toute rémunération, toute rétribution, elle est fonction de 3 éléments. Et ce premier élément que je vais citer, c'est l'élément qui va faire le distinguo, qui va faire l'écart. C'est ce qu'on appelle la rémunération de qualification. Quelqu'un qui a un master, pas quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Et donc la rémunération de qualification, c'est une rémunération de diplôme. Dès le départ, il y a un écart. Donc, qui est légitime. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a fait un master d'être rémunéré comme quelqu'un qui n'a même pas le baccalauréat, c'est pas possible. Il y a un effort cognitif qu'il faut rémunérer. C'est pas de la discrimination, moi je ne considère pas ça de la discrimination. Mais cet élément est un élément fondamental. Or, lorsqu'on est recruté, il y a aussi une rémunération de compétences, c'est-à-dire c'est ce savoir-faire qu'on a développé à l'intérieur de l'organisation. Et là aussi, il y a des gens qui développent des compétences, d'autres ne le développent pas de compétences. Et là, ce qui fera l'écart de rémunération aussi. Il y a un autre type d'écart, c'est la réponse aux objectifs. Et lorsque je dis réponse aux objectifs, c'est-à-dire qu'on rémunère la performance. Donc, ces 3 éléments justifient l'écart. Or, l'écart de 4 ou de 5 points, je ne suis pas là. Il y a une courbe de Gauss, hein, la courbe de la loi normale. Et par conséquent, je reviens à ce qu'a dit Samer Mahmoud sur l'écart type. Moi, je dirais beaucoup plus sur le coefficient de variation. Donc, il y a un coefficient de variation qu'on peut calculer qui va nous donner est-ce qu'il y a une forte concentration autour d'une moyenne ou une grande dispersion autour de la moyenne. Voilà, tout simplement. Mais l'écart, ce n'est pas une injustice. Au contraire, moi je considère l'écart comme une justice. Alors, la notion de groupe de référence et la notion de groupe d'appartenance, je suis entièrement d'accord. Et le problème, c'est comme l'a dit, il y a une justice en nous qui vient de l'éducation. Et cette justice qui est en nous, c'est en réalité la justice de référence. Mais la justice d'appartenance, la notion d'appartenance, elle est d'abord sociale et après organisationnelle. Et par conséquent, si on est juste, on va être juste même en tant que manager. Si on est injuste, ben on va l'être en tant que manager. Cette distinction entre groupe d'appartenance et groupe de référence, moi je dirais que c'est très pédagogique. On ne peut pas isoler l'appartenance et la référence, c'est très difficile. Et par conséquent, moi je fais toujours au groupe de référence. Et l'organisation peut être considérée comme un groupe de référence, et non pas uniquement un groupe d'appartenance. Voilà. Et cette distinction... Alors, je vais revenir au beau,
allez au Botswana, vous aurez un référentiel de Beau différent du référentiel de Beau ici au Maroc ou en Suède. Donc, l'effet de halo est souvent là, hein, qu'on le veuille ou non. La règle des 20-80 est toujours là. Et dans la règle des 20-80, il y a le beau, le grand de taille, la couleur va être la coiffure, le parfum, etc. On peut être le plus objectif possible, mais parfois l'inconscient est là, même si je n'aime pas ce terme de l'inconscient en référence à Freud, mais l'inconscient en référence à l'approche biologique. Je dirais, c'est pour ça qu'en France, on a supprimé la photo sur le CV. Justement, c'est pour réduire cet effet de halo. Même la notion de beauté ou de grandeur de taille, c'est une notion subjective. Voilà. Parfois, on trouve quelqu'un de sympathique et on oublie qu'on est en train de faire, je dirais, un entretien. On se réveille à un certain moment, on dit, écoutez, c'est un entretien. Oui, sympathique, d'accord, maintenant, en termes de réponse, est-ce que c'est juste ou pas? Alors, dans l'injustice, il y a de la justice, où il est nécessaire de passer par l'injustice pour arriver à la justice. C'est ce qu'on appelle les régulateurs de société ou les régulateurs sociaux. Les régulateurs sociaux, c'est ça. Passer par l'injustice, ce n'est pas une obligation. Mais inconsciemment, on passe parfois par l'injustice. On est dans l'injustice et le contrepoint va jouer pour redresser cette injustice. Maintenant, ça va durer combien de temps? On ne sait pas. Ça, si